Bon bah déjà, Voilà. la première chose, c'est merci hein, de nous offrir un peu de ton temps pour l'événement. C'est normal. Et en plus, parler des prisons, c'est la forme de mon témoignage évident, quoi. Hein. Après avoir passé un quart de siècle dedans, voilà. Ouais, voilà. Alors les questions, en fait, il y aura une partie sur, on va dire, ce que tu as vécu en prison, donc les types de prisons que tu as fait, les QHS, etc. Après, il y aura des questions sur ce que tu penses, toi, du rôle de la prison dans la société. Si tu as des propositions, vu que tu es militant abolitionniste. Et après, on parlera des nouvelles prisons, de l'actualité, un petit peu de tes livres aussi, de tes témoignages écrits. Voilà, en gros. D'accord. Voilà. Et après, Ok. donc, nous, on va faire... ce qu'on fera, c'est que la radio, donc Radio Campus, récupérera un CD, nous aussi. Mhm. Et donc Radio Campus on choisira ce qui nous Du paraît le meilleur plus, mot. voilà, ce qui nous Voilà, paraît voilà. le meilleur. D'accord. Et par contre, nous, on Bon. aura un CD pour nous complet, donc on pourra te l'envoyer. Voilà. Ok, Au ok. cas où. Et vous supprimez quand je bafouille alors. Donc, D'accord. hein, Ouais. ça va être un truc très clean. Ça va être ça. Ça va être ça. Mais on te fait confiance. Bon, bah écoute, on va commencer alors. Ouais. Bon, on y va. Alors, en fait, les premières questions, c'est pour les personnes qui te situeraient un peu moins. Donc, est-ce que tu pourrais me dire quand est-ce que tu es rentré pour la première fois en prison? La première fois, c'est à l'été 70. D'accord. Voilà, donc après j'ai passé quelques semaines. Après, je suis retombé en décembre 74 et j'ai été libéré lors de l'amnistie de 77 en Espagne. Mhm. Je suis retombé en fin 80 et j'ai été libéré quelques mois plus tard avec l'amnistie Mitterrand. Et dernier voyage et le bon, j'ai été arrêté en février 87 et j'ai été libéré en mai 2012. D'accord. Voilà. Alors, au total, ça fait que tu as passé combien de temps en prison? Pratiquement 28 ans. 28 ans, d'accord. Mais alors, donc maintenant, on va parler plus la prison en elle-même. Donc d'abord, on va parler des différents types de prisons. Donc, est-ce que tu te rappelles combien de prisons au total tu as fait? Non, ça c'est impossible. Mais bon, le juge m'a rappelé que les 5 dernières années, j'avais eu 16 transferts disciplinaires. Tu vois, donc ça veut dire que j'ai vu un peu de pays, quoi. À l'intérieur des prisons, j'ai vu un peu de pays. Mais j'ai fait la quasi-totalité des centrales d'haute sécurité, sauf Clairvaux. Je n'ai pas connu jusqu'au dernier passage, quand je suis retombé après ma semi-liberté, là, j'ai connu une centre de détention. C'était la première fois dans ma vie que j'allais dans un centre de détention. J'étais à Muret. C'est une prison pour peine, mais c'est une prison de masse. C'est-à-dire il y a pratiquement 700 détenus et il y a plus de 550 personnes qui travaillent aux ateliers. Voilà. Mais le reste, c'est essentiellement des QI et des anciennes QHS. D'accord, bah ça, on va en parler. Alors, une dernière sur les différents types de prisons que tu as faites. Est-ce que tu te rappelles laquelle était la plus dure et pourquoi est-ce qu'elle était plus dure que les autres au niveau de la vie interne? Oui, je pense que c'est le QHS de Fleury, un QHS qu'ils avaient réouvert au bâtiment D5, où ils envoyaient tous les détenus qui avaient participé à des évasions violentes, des tentatives d'évasion violentes, où il y avait eu des tirs sur les surveillants, ou des actes contre les flics, lors de transferts ou des trucs comme ça. Donc on était 10 là-dedans, et c'était un peu... bon d'ailleurs, les détenus qui étaient là l'appelaient Guantanamo, quoi. Voilà. D'accord. Alors, maintenant on va parler justement d'une époque un peu révolue. Qu'est-ce que tu peux nous parler spécifiquement de ton expérience dans les QHS? Oui, j'étais dans les QHS surtout en 80, ouais.
fin 80 et début 81 dans les QHS, ceux qui portaient encore ce nom-là. C'est-à-dire j'étais au QHS de Fresnes et après au QHS de la prison d'Auxerre. Voilà. D'accord. C'était le même régime qu'à Fleury, là, l'endroit que je viens de raconter, et très agressif, très violent. C'est pas seulement l'isolement, c'est aussi une agressivité du personnel et une vie quotidienne impossible, quoi. D'accord. Et du coup, tu peux me rappeler quand est-ce que de quand date le dernier QHS en France, puisqu'il y avait eu des luttes contre les QHS assez importantes. Voilà, la grève contre les QHS a été menée à partir de Fresnes après l'élection de Mitterrand. Elle a duré à peu près, la lutte a duré à peu près 2 ou 3 mois et lors de l'arrivée de Badinter au ministère de la Justice, les QHS ont été fermés. Mais 3 ans après, ils ont été rouverts sous le sigle quartier d'isolement. Avec quelques améliorations, hein, bien sûr. Un petit peu d'amélioration, mais la structure restait identique. Là, justement, c'était ma question suivante. Donc après, ils ont donc fait des quartiers d'isolement. Donc est-ce que toi tu en as vécu et est-ce qu'il y avait une réelle différence avec les QHS? Oui, là, il y a une réelle différence, mais la réalité fondamentale du QHS et du QI, c'est la déstructuration psychologique du détenu, son affaiblissement jusqu'à le rendre malléable, ou comme il arrive très très souvent, qu'il perde la raison. Moi, j'ai passé à peu près, lors de cette peine, 10 ans en quartier d'isolement, dont la plus longue période a été 7 ans et demi, essentiellement au QI de Fresnes. Et comme le témoignage que j'emporte, c'est-à-dire c'est le nombre de détenus que j'ai vu perdre la raison, c'était incroyable. D'accord. Et justement, tu parlais de Badinter. Donc il est connu pour avoir aboli la peine de mort en France en tant que ministre de la Justice sous le gouvernement Mitterrand. Et en fait, donc l'évolution, c'est que donc c'était une belle victoire pour pas mal de militants, l'abolition de la peine de mort, mais à la place, il y a des peines plus longues. Est-ce que tu peux me parler de un peu de poids de mesure? Oui, non, c'est fondamentalement, et c'est pour ça que je ne me suis pas associé à la lutte de certains perpètes pour réclamer la peine de mort. Tu vois à peu près de quoi je parle là, oui. Le texte des perpètes de Clairvaux qui réclamait le rétablissement de la peine de mort. Donc, parce que l'abolition de la peine de mort, c'est une victoire. Mais dans cette victoire, les prisonniers l'ont payé très cher. Parce que Badinter, pour faire plaisir aux lobbies sécuritaires, a avancé l'idée d'une peine de substitution qui, de dérive en dérive, ont amené les peines de sûreté, le passage d'un maximum de prison effective de 20 ans à 30 ans. Donc, toutes les peines ont été tirées vers le haut d'une façon systématique. Ceux qui prenaient par le passé 7 ans ont pris 13, 14, etc., etc. D'accord. Et bon, après avec les lois sécuritaires, les aménagements de peine seraient reculants, ce qui fait que les gens ont fait effectivement des peines de 12 ans sur 13, 10 ans sur 14, donc un allongement de la peine. C'est-à-dire, ce qui est clair, à peu près un tiers de prison en plus pour chaque détenu, par rapport à il y a 20 ans. D'accord. Pour t'expliquer, quand je suis rentré en prison, la peine moyenne d'un perpétuité, c'était 17 ans. Aujourd'hui, un perpétuité fait en moyenne de 24 à 27 ans. D'accord, oui. Voilà le résultat de ce accumulation de dérives sécuritaires dans la prison. Mais justement, ça me permet de mettre le lien. Donc là, on a parlé un petit peu de ton histoire et comment tu as vécu ça, un peu de l'intérieur et les QHS, etc.
Maintenant, on va parler plus de la prison en tant que au sein de la société. Donc, d'abord, est-ce que tu peux me parler de ton point de vue d'ancien prisonnier du politique, de l'évolution de la prison et avec, par exemple, en lien, qu'est-ce que tu penses des nouvelles prisons ou du bracelet électronique, par exemple? Enfin, les nouvelles formes les réformes de la prison entre guillemets. Donc, comme militant politique, on doit dire d'abord que la prison est liée au monde industriel. La prison telle qu'on la connaît est apparue à la deuxième révolution industrielle. C'est-à-dire, et progressivement, avec la production de masse, la prison est devenue une terreur de masse. Donc, qui devait peser sur le travail pour asservir les gens, rendre pratiquement le travail à l'extérieur obligatoire et finalement imposer la vision morale de cette société. Ne pas voler, ne rien faire contre le système, aller bosser, fermer sa gueule. D'accord, oui. Et voilà. Est-ce que donc depuis les premières prisons et notamment le système de Jeremy Bentham, qu'est-ce que tu penses de cette évolution justement des prisons avec, par exemple, on peut parler des prisons suédoises qui sont dites comme étant entre guillemets les meilleures prisons d'Europe puisque elles sont propres, etc. Il y a plus de liberté pour les prisonniers, mais le taux de suicide est pourtant pas moins élevé qu'en France, par exemple. Donc moi je voulais savoir ce que tu penses. C'est pour ça que je ne suis pas pour l'amélioration de la prison, mais que je suis abolitionniste. Voilà. C'est-à-dire, je ne peux pas. Bon, bien sûr que j'ai participé à des luttes pour l'amélioration des prisons, pour des plateformes de revendication, mais l'essentiel de ma position repose sur l'abolition, pure et simple. Donc, par là, je diverge de deux secteurs du mouvement anticarcéral. Un qui se veut réductionniste, qui veut gagner progressivement, parce qu'effectivement, 80% des personnes qui sont en prison pourraient être libérées immédiatement. Donc c'est vrai que ça semble évident, on peut être réductionniste. Mais l'idée, c'est comment supporter à côté de chez soi la torture carcérale. Même si c'est pour 20% des prisonniers actuels, comment la supporter? L'idée, c'est d'en finir avec la prison. C'est la base de tout. Il n'y aura pas de progrès social aujourd'hui sans une abolition de la prison. D'accord. Et une de mes questions, justement, donc tu parles de ton engagement abolitionniste. Est-ce que tu étais déjà abolitionniste avant de rentrer en prison ou c'est l'expérience de la prison qui t'a amené à vouloir justement être abolitionniste et avec ce que tu viens de m'expliquer? Je l'étais dans l'idéologie, si tu veux. Quand on mettait une société sans classe ni prison, il y a eu des communiqués dans les années 70 qui portaient ce mot d'ordre. Mais effectivement, à l'usage de la prison, je me suis rendu compte qu'elle est en bout de course, que c'est un projet, même la bourgeoisie le sait. Elle maintient la prison aujourd'hui grâce au camp de travail qu'elle y exerce et qu'elle lui rapporte un peu, mais d'un point de vue économique, elle est au bout du rouleau. D'un point de vue idéologique, elle est au bout du rouleau. Je pense que même les bourgeois se préparent à une autre forme de prison, à une autre forme d'enfermement et de pression sur les travailleurs. Et justement, ça m'amène à te poser une autre question. Donc, de toi, en tant que militant politique, et puis avec surtout ton expérience, comment tu définirais le rôle de la prison dans la société, donc pas seulement en France, mais dans la société néolibérale? Moi, c'est comme je t'ai dit, la prison n'a qu'une fonction de pression pour imposer le travail salarié ou pour imposer la pacification. C'est une arme de la guerre contre les pauvres et les classes dangereuses, les classes dites dangereuses par la bourgeoisie, c'est-à-dire ceux des quartiers essentiellement aujourd'hui. D'accord. Et justement là on va parler un peu d'actualité. Donc qu'est-ce que tu penses toi du bracelet électronique? Est-ce que tu je l'ai vécu une pige, si tu veux.
Le bracelet électronique, c'est la prison. Mais la prison, c'est toi qui t'enfermes toi-même le soir, quoi. C'est-à-dire, c'est travail, maison, et un quart d'heure pour faire tes courses, pour te nourrir, payer tes choses. C'est pour ça que la bourgeoisie va développer le bracelet électronique. Parce que la vie quotidienne d'un prisonnier, ça coûte de l'argent. Alors que la vie quotidienne d'une personne sous bracelet, elle coûte 100 fois moins, puisque le mec se paye à becter et qui se paye l'appartement. Voilà. Non, c'est un système qui va se développer. Peut-être qu'une grosse partie des prisonniers vont suivre le chemin du bracelet électronique, mais ça reste quand même une prison, une forme de prison. D'accord. Beaucoup meilleure que la cellule. Je comprends bien qu'il y a un énorme avantage à passer ses soirées chez soi et non pas comme un blaireau derrière les barreaux. D'accord. Et voilà, alors ma question suivante, c'est on a vu aussi d'autres types de prisons entre guillemets, puisque il n'y a pas que les centres de détention, donc je pense principalement aux centres de rétention administratif. Là, on fait aussi leçon contre les prisons, puisqu'il y a ce qu'on appelle une prison pour mineurs qui va ouvrir à Rion. Ouais. Donc je pense aussi aux hôpitaux psychiatriques, etc. Qu'est-ce que tu penses de l'apparition de prisons qui ne disent pas leur nom, comme on les appelle? Écoute, je ne les ai pas connus. Je sais que j'ai vu à Fresnes énormément de personnes sans papier qui n'avaient commis aucun délit sauf celui de remonter dans l'avion et qui se faisaient des 6 mois, 8 mois de prison. C'est-à-dire que la prison, dans la lutte contre les pauvres, progresse effectivement dans tous les domaines de l'enfermement. C'est la punition d'être un mec qui ne vit pas avec des moyens, qui n'est pas une personne normale. En fait, c'est la pauvreté devient anormale et délictueuse. D'accord. J'ai encore quelques questions. Donc on va parler des nouvelles prisons. Donc il y avait eu ce que tu nous avais parlé la dernière fois qu'on s'était rencontrés, donc avec la lutte de l'OIP de l'extérieur, avec les nouvelles prisons et les cellules individuelles. Alors nous, la question qu'on aimerait te poser, c'est, notre point de vue, c'est qu'elles sont faites pour être individualisantes, donc avec les cellules individuelles, et donc pour enlever toute forme de socialité qui pouvait néanmoins exister en prison. Alors on aimerait avoir ton point de vue là-dessus. Non, mais ça c'est une évidence. Même le fait qu'il y ait les douches dans les cellules, bien sûr que c'est un confort, les douches en cellule, mais il faut comprendre la socialité, des contacts dans les couloirs, dans les douches, entre les prisonniers, la communication sociale, etc., etc. Et dans les nouvelles prisons, en plus d'avoir la douche en cellule, tu as des formes pour empêcher, par exemple, la grande culture du yo-yo, qui était une façon de manger ensemble le soir, de se passer à bouffer, pas seulement du shit et des portables. C'était toute une forme de vie sociale dans la prison. Et ça aussi, ils l'ont détruit en montant des caillebotis sur les fenêtres. D'accord. Parce que c'est ça qu'ils traquent dans la prison. C'est comme dans l'usine. Quand ils ont éclaté les grands réfectoires, quand ils ont éclaté les grands vestiaires, pour diviser les pôles en toutes petites unités de travail. C'est-à-dire que la majorité devenait des petits noyaux. La majorité des gens, ceux qui travaillent, sont réduits de plus en plus à des tout petits noyaux. Et en prison, on relève la même stratégie. Quand par exemple, dans certaines centrales, on fait passer, circuler les détenus par 5 ou par 6. En fait, ils veulent supprimer tous les moments de socialité, de grande communication dans la prison. D'accord. Qui existait malgré tout dans les vieilles prisons. Et justement, c'est ma question suivante qui est reliée avec ce que tu viens de dire. Donc tu avais parlé il y a aussi des luttes de prisonniers, même si évidemment elles sont rarement
médiatisée, on va dire. Donc toi, est-ce que tu en as vécu et comment elle se passe? Et surtout, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment est-ce qu'un militant abolitionniste comme toi vit de l'intérieur les luttes des prisonniers, et ça me rejoint aussi. Est-ce qu'il y a des moyens de les soutenir de l'extérieur, ces luttes? Bon, d'abord, il faut dire que dans la prison, il y a un reflet de la société. C'est une micro-société, mais qui reflète de la grande société. Et donc, tu trouves des réactionnaires, des fachos, des racistes, etc., etc. C'est-à-dire, tout prisonnier n'est pas un camarade révolutionnaire prêt à se soulever pour changer sa condition. Parce que si tous les prisonniers bougeaient ensemble, il n'y aurait aucun mur et aucune porte pour les retenir. Donc tout l'axe de gestion de la prison de la part de la bourgeoisie, c'est de diviser les prisonniers. Bon, à partir de là, effectivement, il y a aussi des mouvements collectifs. Énormément. Des fois, dans des prisons, c'était pratiquement tous les soirs, sur des longues périodes où il y avait des mouvements collectifs. C'est-à-dire refus de retourner de promenade, chahut, grève des ateliers, grève des cantines, grève de télévision, etc., etc. Mais effectivement, depuis le milieu des années 90, il y a de moins en moins de grands mouvements violents, émeutes, où il y en a de moins en moins, même dans le quotidien de la prison. D'accord. Et tu penses que l'évolution de la prison y est pour quelque chose, ou l'évolution de la société ou... Non, c'est l'évolution de la société. Effectivement, à l'extérieur, il y a de moins en moins de mouvements violents et de mouvements émeutiers, et à l'intérieur, ça n'est que le reflet. D'accord. Maintenant, on va te parler de ton livre, enfin principalement du dernier livre, donc Autopsie du dehors. Et donc, ouais. Quand on le lit, on a une impression, en le lisant, est-ce que le dehors que tu es maintenant depuis quelques temps, est-ce que c'est pas aussi une prison, le dehors? Oui, c'est l'impression que ça donne quand on lit. Bien sûr, voilà, c'est pas la même chose. Les gars qui sont dedans, ils vont dire bon ben ils déconnent quoi. Dehors c'est bien, oui c'est vrai c'est bien, mais c'est aussi le manque de liberté m'a considérablement surpris quand je suis sorti. Oui, parce que j'ai passé un quart de siècle en prison et les évolutions de la société et des rapports entre les gens à l'extérieur m'a scotché parce que je pensais pas qu'on avait reculé autant quoi. Et qu'est-ce que tu penses? Excuse-moi, vas-y. Vas-y. Bah, je voulais te demander justement, qu'est-ce que tu penses on va dire entre guillemets, de la réinsertion des prisonniers une fois qu'ils sortent? C'est-à-dire, c'est nib. En fait, maintenant, c'est basé seulement sur la surveillance et non pas sur l'aide pour te réinsérer. Moi, j'ai passé 25 piges en zonzon et j'ai pas eu une aide. On me réclame toujours des papiers, toujours la preuve que je fais ci, toujours que je fais ça, mais j'ai pas je n'ai droit à aucune, comme j'ai été frappé d'infamie, tu sais, par la condamnation criminelle. Tu as plein d'aides qui te sont supprimées, mais ça, ils s'en foutent. Ils te laissent dans la nature. De toute façon, ils te laissent dans la nature sans un flèche dans la poche, sans aide pour le logement, sans rien. Seulement le contrôle tous les mois d'une nana qui te dit vous payez bien les parties civiles, vous faites ça, etc., etc. De réinsertion. Si la prison était un modèle de la réinsertion, il y a longtemps qu'ils l'ont arrêté. C'est clair. D'accord. Alors la dernière question, c'est donc en tant que militant abolitionniste, c'est la question qui nous revient régulièrement. Qu'est-ce que toi tu proposes à la place de la prison? Si c'est la bourgeoisie qui supprime la prison, ça sera un système un peu amélioré, mais comme quand ils ont supprimé les galères ou quand ils ont supprimé les bagnes, ils ont mis un autre système répressif différent, mais tout aussi oppressant. Moi, je pense que s'il y a un mouvement progressiste qui se développe, une révolution
qui atteint son but, il faudra poser la question de la destruction de la prison d'une façon radicale. Par quoi la changer? Je pense que c'est aux gens qui participeront à ce mouvement révolutionnaire d'apporter la réponse. Moi, j'ai pas de solution. Enfin, franchement, j'ai pas de solution. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de solution ou dire qu'on ne veut pas apporter une autre solution, mais amoindrit ma revendication de l'abolition. D'accord. Eh ben, écoute, Jean-Marc, merci beaucoup de notre part et puis de Radio Campus. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose pour Non, je vous remercie chaque fois qu'il y a des mobilisations contre la prison, et j'espère que des prisonniers prendront conscience de la nécessité d'en finir avec ce putain de système. Voilà. D'accord, merci beaucoup Jean-Marc, et puis prends soin de toi et à très bientôt. Salut, merci, à très bientôt Jean-Marc, salut.